Il est 13h partout au Mali, la même heure à Bamako. Le journal Koumba Sissé. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ces informations de la mi-journée. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue, les titres. 16e édition de la journée mondiale du lavage des mains au savon célébrée hier. Les élèves du groupe scolaire Moriba Traoré de Niamakoro s'imprègnent des techniques de lavage des mains et ses avantages sanitaires. C'était à travers d'une leçon modèle sur la dite journée sous l'égide des ministres en charge de l'éducation et de la santé. À Gao, le couvre-feu instauré par les autorités régionales est bien apprécié par les populations locales. La mesure qui est en vigueur depuis un mois a été reconduite, mais avec un allègement du calendrier qui va de 22h à 6h du matin. Préparatif à Cannes 2023, les Aigles du Mali jouent cet après-midi un match amical international contre les Faucons Verts d'Arabie Saoudite au Portugal. Et puis, chronique initiative citoyenne du jour fait un zoom sur l'association dénommée le collectif Cri de cœur. Cette association se donne comme mission de venir en aide aux populations du Nord affectées par la crise. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a pris connaissance du communiqué publié le 10 octobre 2023 par lequel la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, annonce le retrait de ses troupes des postes avancés de Kidal et l'accueil pour des raisons humanitaires dans son camp de Kidal ce même jour. Le premier élément du bataillon des forces armées maliennes est reconstitué, dont la sécurisation relève de la mission jusqu'à l'effectivité du transfert. À ce sujet, je vous propose de suivre le communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, lu ici par Famourou Djourté. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale a pris connaissance du communiqué publié le 10 octobre 2023 par lequel la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, annonce le retrait de ses troupes des postes avancés de Kidal et l'accueil pour des raisons humanitaires dans son camp de Kidal ce même jour de 111 éléments du bataillon des forces armées maliennes reconstitués BAFTAR, dont la sécurisation relève de la mission jusqu'à l'effectivité du transfert. Le ministère exprime son étonnement et dénonce l'action unilatérale de la MINUSMA, contraire à l'esprit de coordination et de collaboration voulu entre les deux parties dans le cadre du processus de retrait de la mission et non conforme au plan de retrait convenu en ce qui concerne le camp de Kidal. À titre de rappel, le désengagement du dit camp devrait s'effectuer au cours de la période du 15 au 30 novembre 2023. C'est ce qui a amené l'état-major général des armées à solliciter que le retrait des postes avancés de Kidal soit ramené à la même date suite aux notes verbales du 2 octobre 2023 et du 7 octobre 2023. Aussi, la question a-t-elle fait l'objet d'échanges dans la matinée du 10 octobre 2023 entre la MINUSMA et le gouvernement qui avait demandé un délai de 72 heures afin de réorganiser, voire de réadapter le dispositif d'occupation par les FAMA des 10 postes. C'est dans l'attente de la réaction promise de la MINUSMA que les autorités nationales ont été mises devant le fait accompli. Le ministère condamne la trahison dont ont été victimes les FAMA du BAFTAR de la part des éléments de la CEMA dont certains appartenaient au même BAFTAR. Groupe signataire de l'accord de paix, la CEMA, en violation de ses engagements sans réaction de la MINUSMA, a encerclé, occupé puis enlevé les matériels et les équipements tout en pillant le dépôt d'armement et des munitions du mécanisme opérationnel conjoint. L'enchaînement des événements et la passivité de la MINUSMA suscitent de fortes interrogations sur les intentions réelles des protagonistes et la planification préalable de cette action.
En réponse aux inquiétudes exprimées par les Nations Unies dans la note aux correspondants publiée le 4 octobre 2023, faisant état notamment du blocage à Gao des convois logistiques destinés à récupérer les matériels des Nations Unies et des pays contributeurs de troupes, le ministère rappelle que la situation sécuritaire dans le nord du pays est marquée par des attaques terroristes indiscriminées contre les forces de défense et de sécurité maliennes, FDSM, les populations civiles et la MINUSMA. Conformément à leur mission régalienne de défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, les FDSM répondent vigoureusement avec efficacité à ces attaques et sont en train de gagner du terrain. À cet égard, elles poursuivent leur déploiement en vue de l'occupation des camps et emprises de la MINUSMA conformément aux règles et procédures des Nations Unies. Depuis l'adoption de la résolution 2690, le gouvernement coopère pleinement avec les Nations Unies, notamment en ce qui concerne les autorisations pour les convois logistiques en appui au désengagement des contingents des pays contributeurs de troupes. Les autorisations concernant les convois stationnés à Gao sont considérablement liées à la situation sécuritaire et seront délivrées en fonction des améliorations constatées. Enfin, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale rappelle à la MINUSMA l'obligation de respecter scrupuleusement le plan de retrait et l'invite à inscrire ses actions dans le cadre des dispositions de la résolution 2690 qui lui instruit la cessation de ses opérations et le transfert de ses tâches en étroite coordination avec le gouvernement du Mali au plus tard le 31 décembre 2023. C'était la lecture du communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui a pris connaissance du communiqué publié le 10 octobre 2023 par lequel la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, annonce le retrait de ses troupes des postes avancés de Kidal et l'accueil pour des raisons humanitaires dans son camp de Kidal. Ce même jour, des 111 éléments du bataillon des forces armées maliennes reconstitués dont la sécurisation relève de la mission jusqu'à l'effectivité du transfert. Comme annoncé dans les titres, comment laver proprement les mains avant les repas, ce mécanisme est enseigné aux élèves du groupe scolaire Moriba Traoré de Niamakoro. C'est au cours d'une leçon modèle suivie par le ministre en charge de la Santé et son collègue de l'Éducation nationale. La cérémonie est couplée au lancement d'une caravane à travers la ville. Le tout dans le cadre de la 16e édition de la Journée mondiale du lavage des mains au savon célébrée hier. On fait le point avec Ba Traoré. Lundi, premier jour de la semaine, il est 7h30 au groupe scolaire Moriba Traoré de Niamakoro en commune 6 du district de Bamako. L'activité phare de la journée est la leçon modèle de lavage des mains au savon. L'exercice consiste à faire des démonstrations devant les élèves afin qu'ils comprennent que ces gestes simples peuvent les protéger contre les maladies diarrhéiques à virus et certaines affections de la peau. L'événement est suivi par le ministre de la Santé et du Développement social accompagné de son collègue de l'Éducation nationale. Assa Badialo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. Le lavage des mains, il faut le faire à certains moments avant de donner à manger ou de manger. Quand on sort des toilettes, quand on change les enfants, et chaque fois qu'on touche quelque chose de sale, il faut se laver les mains. C'est très important et ça guérit contre beaucoup de maladies. Amadou Si Savané, ministre de l'Éducation nationale. Adoptez ce geste-là, parce qu'il en va de votre santé. Qui dit la santé, dit un parcours scolaire facile. Fatoumata Tangara est parmi les élèves de la classe expérimentale du jour. J'ai compris la leçon, je vais donner la recette à ma famille. Et pour mieux véhiculer le message, une caravane de sensibilisation de 3 jours est lancée à travers les 6 communes du district de Bamako. Elle est organisée en partenariat avec l'UNICEF, l'OMS et l'ONG WaterAid. Alisso, représentant de WaterAid. Il faut intensifier encore ces modèles de leçons dans les écoles pour que les enfants puissent être les vecteurs pour véhiculer les messages au niveau communautaire et dans les lieux publics. L'activité s'inscrit dans le cadre de la 16e édition de la Journée mondiale du lavage des mains au savon dont le thème porte sur des mains propres à porter.
Nous dormons tranquilles et vaguons librement à nos activités depuis l'instauration du couvre-feu le 9 septembre 2023 de 20h à 6h du matin. Ce sont là les propos de certains citoyens de la ville de Gao après un mois de couvre-feu reconduit pour la même durée, cette fois-ci de 22h à 6h. Les populations de la cité des Askia adhèrent à cette mesure qui a permis de ramener la quiétude dans la ville de Gao. Agali Agissa. Réduire le nombre des enlèvements des personnes et le braquage sur les grands axes routiers, ainsi que plusieurs autres actes criminels dans la région de Gao. Ce sont là les préoccupations qui ont conduit le gouverneur à ordonner un couvre-feu d'une durée de 2 mois depuis le 9 septembre dernier. Général de brigade Moussa Traoré, gouverneur de la région de Gao. L'objectif de cette décision, c'est vraiment de ramener la sécurité dans notre région, d'apaiser et de rassurer les populations, et d'empêcher aussi ceux qui ont des mauvaises intentions de pouvoir opérer librement au niveau de notre cité. Cette mesure qui commençait de 20h à 6h du matin pour le premier mois a été reconduite pour la même durée le 9 octobre dernier de 22h à 6h du matin. Les résultats de cette décision sont incontestablement appréciés par la population. Ibrahim Mahamadou Maïga, secrétaire général du syndicat des chauffeurs de Gao. Quand il n'y avait pas le couvre-feu, personne ne dormait dans sa maison. Tous les grands leaders là fuyaient pour aller dormir quelque part. Et chaque jour, les commerçants sont devenus comme des moutons à vendre. Mais par la grâce de Dieu, depuis que le couvre-feu là est venu, tout est arrêté. Kader Touré, acteur des médias. À un moment donné, il y a eu trop de situations compliquées à gérer dans la ville par rapport aux enlèvements des personnes, par rapport, n'est-ce pas, à la criminalité interne des gens qui sont agressés nuitamment. Et je crois que dans ce sens-là, il y a des résultats parce qu'on a constaté une certaine accalmie. Pour une sécurité pérenne des personnes et de leurs biens, nos interlocuteurs adhèrent à la prorogation de cette décision salvatrice et soutiennent les actions des femmes. Madame Touré Djenebou Kelly, commerçante. Le couvre-feu, quand même, ça fait du bien pour la ville de Gao. Moi, quand même, j'aimerais que ça continue. On est fiers de notre armée. Général de brigade Moussa Traoré, gouverneur de la région de Gao. L'appel que j'ai lancé à la population, c'est de rester à être patient, à observer les règles du couvre-feu. Nous savons que pour certains acteurs de la société, c'est difficile. Les petits vendeurs, je sais que c'est difficile, mais c'est pour un moment. Parce qu'il faudra que nous exercions d'abord avant d'exercer nos différentes professions. En tout cas, la sécurité et la paix sont gages de tout développement. Gao, Agali Agissa, Alassane Ahmadou pour l'ORTR. Direction Ségou, où les responsables du projet Donia Sinsinwaleo et leurs partenaires viennent d'organiser un atelier sur la promotion des emplois verts pour les jeunes vulnérables dans les secteurs porteurs d'avenir dans la région. Cette rencontre vise à améliorer durablement les conditions de vie des jeunes hommes et femmes à travers l'augmentation de l'auto-emploi et l'employabilité dans les secteurs porteurs comme l'agriculture, les énergies renouvelables. Reportage Fousseini Samake. Il s'agit au cours de cet atelier de 4 jours de réunir les représentants des centres de formation professionnelle, des entreprises, des services techniques, des collectivités territoriales et autres acteurs pouvant offrir aux jeunes formés des appuis techniques et financiers et des emplois sur des bases de partenariats gagnant-gagnant. Cela à travers une augmentation de l'auto-emploi et l'employabilité des jeunes de 18 à 35 ans dans les cercles de Nyono, Massina et Ségou. Tchegedi Djibril Kamara, chef de bureau Skylop et de bureau WHH à Ségou. Mettre en place au moins 3 coalitions des centres EFTP dans le secteur de création d'opportunités pour les jeunes formés dans les centres EFTP, pour les micro, petites et moyennes entreprises et pour les nouvelles start-up. Et d'identifier les besoins de renforcement des capacités réalisables par les partenaires de la coalition. Cette initiative du projet Donia Sinsinwaleo de Skylop s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de façon durable des conditions de vie des jeunes, hommes et femmes vulnérables dans les secteurs porteurs comme l'agriculture durable, l'innovation numérique, le recyclage des déchets. Mamadou Traoré, conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de Ségou. Dans cet exercice, vous serez appelés à mettre en place une coalition pouvant créer des opportunités de stage, d'emploi, d'appui technique, financier et ou des financements de leur plan d'affaires. Ces opportunités contribueront sans nul doute à atteindre les objectifs visés d'ici mars 2026 à travers l'implication de toutes et de tous dans la mise en place des dites coalitions.
Le projet Donia Sinsiwalo est mis en œuvre grâce à un partenariat entre WHH, AgriSub et Donilab. Ségou Fousseini Samake et Cheikh Tangara pour l'ORTM. Actualité hors de nos frontières. En Guinée, 13 journalistes ont été arrêtés hier matin par les forces de l'ordre lors d'une manifestation à Conakry pour dénoncer le blocage du site d'information Guinée Matin. Ils ont passé la journée d'hier en détention puis ont été libérés en début de soirée. Ces journalistes sont accusés d'attroupement illégal. Leur procès doit s'ouvrir la semaine prochaine. Le Conseil de sécurité a donné hier son feu vert pour le retrait graduel du Congo de la force onusienne déployée sur place. Il encourage l'exécutif congolais et l'ONU de présenter le mois prochain un plan de désengagement progressif et ordonné des casques bleus. C'est un signal qu'attendait depuis plusieurs semaines le président Félix Tshisekedi ainsi que le gouvernement congolais. En Sierra Leone, des pourparlers placés sous l'égide de l'Union africaine et de la CEDEAO ont débuté hier entre le gouvernement et l'opposition. Ces pourparlers visent à soutenir le pays de l'impasse politique après les élections constatées de juin dernier. L'enjeu de cette médiation de ces deux organisations est de faire revenir l'opposition dans la gouvernance du pays, car depuis 4 mois, celle-ci boycotte tous les conseils locaux et le Parlement. Elle continue également de rejeter les résultats des élections présidentielles qui, selon elle, auraient été truqués en faveur du président Julius Maada Bio. Le président américain Joe Biden est attendu demain en Israël pour une visite de solidarité et d'engagement aux côtés du pays après l'attaque du Hamas du 7 octobre dernier. L'annonce a été faite par le secrétaire d'État Anthony Blinken. Joe Biden se rendra à Amman, en Jordanie, où il rencontrera le roi Abdallah II, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le dirigeant de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, selon le porte-parole de la Maison-Blanche. Page Sport, Slagatou Sissi en direct dans ce journal. Bonjour. Bonjour, Koumba Sissi. Préparatif CAN 2023, les Aigles du Mali jouent cet après-midi contre les Faucons Verts d'Arabie Saoudite, 4 ans après leur dernière retrouvaille. Oui, c'est un match délocalisé au Portugal. Coup d'envoi 15h temps universel en direct et en exclusivité sur ORTM 2. C'est la 4e fois dans l'histoire que Maliens et Saoudiens se croisent en amical. En 1996, le Mali s'était imposé 3 buts à 1. L'année suivante, l'Arabie Saoudite avait pris sa revanche 5 buts à 1. Et en 2019, un score d'un but partout avait sanctionné les débats. Ce mardi, au stade Portimao, le match se passera aussi sur le banc de touche entre les techniciens Eric Sekouchel du Mali et Roberto Mancini de l'Arabie Saoudite. Alors, quelles sont les nouvelles dans le nid des Aigles? Après la blessure de l'attaquant Ibrahima Koné vendredi dernier face à l'Ouganda en amical, opéré avec succès hier en Espagne, et la non-obtention de visa à 5 joueurs maliens, le sélectionneur des Aigles, Eric Sekouchel, aura l'occasion de tester d'autres joueurs et d'autres schémas avant la CAN. Au sujet justement de la blessure d'Ibrahima Koné à la cheville droite, on écoute le médecin des Aigles, Dr Halidoun Meiga, est resté à son chevet jusqu'au terme de l'opération. Dr Halidoun Meiga a été joint au téléphone en exclusivité par Fotik Tunkara. On est arrivé en Espagne, précisément à Murcie, où se trouve l'hôpital dans lequel il doit être opéré. Il a été bien accueilli et l'opération a été faite. Tout est bien passé. La fracture a été bien stabilisée au niveau de la cheville et il va rester 72 heures à l'hôpital et après il sera libéré pour rentrer à Almeria où il va continuer les restes des soins. Pour la durée d'indisponibilité, le pronostic ça va de 5 à 6 mois. L'articulation de la cheville, c'est une articulation très complexe et c'est un sportif, donc il faut vraiment lui donner le temps de bien récupérer pour revenir sur le terrain. Donc c'est un pronostic, on va suivre. L'Arabie Saoudite est un bon sparring partenaire pour le Mali. Les Saoudiens, c'est quand même 6 phases finales de Coupe du Monde, dont un 8e de finale en 1994, 11 phases finales de Coupe d'Asie pour 11 titres et 4 participations en Coupe des Confédérations finalistes en 92.
Plusieurs matchs amicaux de préparation de la CAN 2023 sont au programme ce mardi. À noter Guinée, Gabon, Mauritanie, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud à 19h et États-Unis, Ghana. La Tunisie, autre adversaire du Mali à la CAN au premier tour, est tombée 2-0 devant le Japon. Le match s'est achevé il y a quelques instants. Hier, le Sénégal a pris le dessus 1-0 sur le Cameroun. Le Nigeria bat le Mozambique 3-2. L'Algérie et l'Égypte se séparent sur le nul d'un but partout. Coupe du numérique, on suivra avec beaucoup d'attention la première sortie de l'équipe de l'ORTM cet après-midi face à la SMTD. Oui, c'est tout à l'heure à 16h. Demi-finaliste l'an dernier, l'équipe de l'ORTM sera à la conquête du trophée et ça commence dès cet après-midi par la SMTD. Hier, pour annoncer les couleurs, le directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Djambélé, a remis à l'équipe 2 jeux de maillot. C'était en présence du comité syndical, des responsables techniques et des travailleurs de la structure. L'équipe de football de l'ORTM, entraînée par Sidi Mohamed Kone Junior, mesure déjà la portée de l'événement. Merci Siragatou pour toutes ces informations sportives et bonne chance à l'ORTM. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Aujourd'hui, dans la chronique Initiative citoyenne, Ousmane Daou lève le voile sur l'association Le Collectif Cri de Cœur, un regroupement d'une dizaine d'associations qui s'est donné la main pour venir en aide aux populations du Nord éprouvées par la crise sécuritaire et alimentaire, tout en œuvrant pour la préservation de la cohésion sociale et le vivre ensemble. Plus de détails suivant la chronique Initiative citoyenne avec Ousmane Daou. Le collectif Cri de Cœur, depuis sa création en 2012, assure une aide d'urgence aux populations victimes de la crise. Il a vu le jour quand les villes de Tombouctou, Gao et Kidal sont tombées aux mains des terroristes. Face à la détresse et à la persécution, le collectif Cri de Cœur décide d'agir en ouvrant un corridor humanitaire pour soulager les populations. Almadi Sissé, président du collectif Cri de Cœur. D'abord, nous intervenons en première urgence, c'est-à-dire que nous sollicitons de l'aide, nous convoyons tout ce qui est vivres, matériels médicaux, équipes de bénévoles et pour soulager les populations. Nous avons organisé aussi à l'époque, dans un contexte d'occupation djihadiste, une école pour occuper les gens. Nous avons ouvert la première clinique pour la prise en charge des victimes de violences sexuelles et d'accompagnement psychologique pour ceux qui ont suivi. Les secteurs vitaux et sociaux qui permettaient aux populations de survivre de cette période, nous l'avions organisé. Maintenant, nous intervenons beaucoup au niveau de la protection, c'est-à-dire que tout ce qui concerne les droits des femmes, notamment l'assistance judiciaire, tout ce qui concerne les urgences. Le collectif essaye depuis quelques années, en plus de ses actions de bienfaisance, de mettre l'accent sur la formation pour casser les barrières de l'intolérance et favoriser le vivre ensemble. Éduquer, sensibiliser et nous orienter dans une éducation de masse et de qualité et en ciblant les couches les plus vulnérables, les enfants orphelins, les enfants de la rue. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de milliers, pour ne pas dire des millions d'orphelins dus à la crise qui n'ont pas de source de revenus, qui n'ont pas de tuteurs. Et ces enfants-là, si nous ne faisons rien pour les récupérer, ils risquent d'être soit plus tard des bandits ou des futurs terroristes. Et nous avons déjà un site pilote d'inscription à travers le parrainage, mais nous comptons mobiliser beaucoup dans l'avenir nos ressources par rapport à l'éducation, notamment les enfants issus des milieux défavorables, les orphelins et les familles et les enfants des familles démunies. Malgré ces bonnes œuvres toujours dirigées vers les populations pour un bien-être de tous les jours, l'association rencontre des difficultés. Almadi Sissé, président du collectif Cri de Cœur. La situation est très critique. Nous avons beaucoup plus de déplacés internes, des gens qui ont vu leur village pillé, qui ont vu leurs biens enlevés, leur bétail, tout ce qu'ils ont, et qui sont devenus étrangers dans leur propre pays et qui n'arrivent même pas à manger. Et les événements en cours créent un blocus qui occasionne une faim. Le contexte de Covid, plus les différentes crises partout, la guerre en Ukraine, les donateurs ont des difficultés partout, il y a la crise. C'est vrai que nous ne sommes plus en 2012 où à l'époque nous avons bénéficié d'un bol d'air,
Maintenant, c'est très difficile. Les difficultés sont d'ordre financier, peu de financement de nos projets. Mais nous sommes résilients, nous nous adaptons de temps en temps, nous lançons des opérations et nous essayons aussi de faire autant se faire que peu pour soulager et pour donner du sourire à nos populations. Basé à Gao, le collectif Cri de Cœur intervient un peu partout au Mali avec comme mot d'ordre: quand ça vient du cœur, c'est encore plus noble et atteint plus les communautés. Et c'est pourquoi il ne va pas s'arrêter en si bon chemin malgré les crises au nord du pays. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Il vous a été présenté par Koumba Sissi à la partie technique, Alimata Ouattara, réalisation Soumao Haidara, Koumba Sissako, coordination Soumandaou. La mise en ligne a été assurée par Marcel Tessougué. Merci à vous de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous.